Bonjour à toutes et à tous. Je suis enchantée de pouvoir faire ce e-rendez-vous de la filière Andirard ce midi avec vous. Donc, je m'appelle Charlotte Pereira de Moura, je suis orthophoniste. Comme Gwendoline l'a dit, je travaille au CHU de Lille et plus précisément dans le centre de référence de l'atrésie de l'œsophage et dans les services de gastronutrition pédiatrique. On va dire que la majeure partie des patients que je reçois et que je suis sont des patients avec des difficultés alimentaires, allant de leur naissance, quand ils sont tout petits, nourrissons pour l'alimentation au sein ou au biberon, et puis en grandissant, qui peuvent présenter ces fameux troubles de l'oralité ou troubles alimentaires pédiatriques dont on parle aujourd'hui. Et je travaille également dans un CESAD qui accompagne des enfants qui présentent un trouble du spectre autistique. Donc voilà pour ma présentation. Je remercie la filière Andirard de m'avoir proposé d'animer ce e-rendez-vous. Pour débuter, dans petite introduction, je me permets juste de vous préciser que malheureusement, je vais ne pas pouvoir fournir des conseils personnalisés ou fournir des pistes qui seront forcément pertinentes et aidantes pour vos enfants en particulier, parce que de fait, je ne les connais pas, je ne n'ai pas pu faire un bilan, une observation, je n'ai pas pu prendre le temps d'échanger avec vous, et donc les conseils personnalisés ne sont pas tout à fait à attendre d'une visio généraliste pour plusieurs personnes. L'objectif véritablement de cette visio, ça va être de pouvoir peut-être parler en général des troubles alimentaires pédiatriques, des troubles de l'oralité, de ce qui se retrouve chez la plupart des enfants qui présentent ces difficultés, de l'impact au quotidien que ça a également sur les familles, parce que c'est là-dessus le plus souvent que vous trouvez des points communs entre des situations qui sont parfois très différentes. Et également, je n'ai pas connaissance des situations personnelles, médicales, parfois complexes de vos enfants. Pour les conseils personnalisés, malheureusement, ce ne sera pas forcément adapté à cette visio. Et je vous invite véritablement à aller vers les professionnels qui connaissent vos enfants pour ces questionnements. Mais j'espère que la visio, en tout cas que les pistes qui seront données dans cette visio pourront répondre à certaines de vos interrogations et vous donner aussi parfois des idées ou des pistes qui n'ont pas été forcément essayées ou parfois ont été essayées à un certain temps et puis ça pourrait être le moment de recommencer d'autres choses. Donc j'espère en tout cas que ça répondra aux interrogations dont j'ai pris connaissance. Voilà voilà pour l'introduction. Je me mets juste un petit temps pour être sûre de ne pas dépasser. Voilà. Est-ce que je pense que ça défile bien? Comme l'a dit Gwendoline, pour commencer ce e-rendez-vous, cette rencontre, même si on peut pas se parler en direct, je vous laisse dans le chat me dire quel est le premier mot ou les premiers mots qui vous viennent en tête quand on dit oralité. En général, quand vous entendez oralité, quels sont les premiers mots qui vous viennent, vraiment des mots-clés, hein, pas de définition ou de phrase, vraiment les premiers mots qui vous viennent en tête en tant que parent et quand vous avez entendu ce mot pour la première fois, peut-être. Je vais regarder le chat en même temps. Alors, je vais lire comme ça, vous pouvez prendre connaissance pour ceux qui ne voient pas forcément le chat. J'entends sensibilité, enfin, je lis sensibilité, ORL, déglutition, alimentation, élocution, fragilité. Je vais les noter pour moi aussi. Alimentation, hypersensibilité, langue, bouche. Tout à fait. On voit en tout cas que les mots qui intrusion, odeur. On voit en tout cas que les mots qui sont évoqués quand on dit le terme oralité, les mots-clés ou en tout cas les mots qui nous viennent à l'esprit sont finalement très différents. Si je vous avais demandé le mot-clé qui vous vient à l'esprit quand on dit vacances, c'est septembre, c'est la rentrée, on garde un petit peu de souvenirs de vacances, vous auriez sans doute dit plage, soleil, détente. Il y aurait eu beaucoup plus de mots communs. Tandis que quand on dit
Oralité, et ben là, l'éventail de mots-clés que vous proposez sont vraiment très, très variés. Ça va des sensations, de la gêne, de la sensibilité, la fragilité. Ça va jusqu'à à l'alimentation, en fait, de manger. Ça va aux organes, la bouche, la langue, au langage, l'élocution, la parole. Et donc, finalement, je rebaisse le chat pour passer à la diapo suivante. Finalement, l'oralité, ben, c'est tout ça. L'oralité, c'est un terme extrêmement vaste pour désigner toutes les fonctions qui sont dévolues à la bouche. Donc, c'est toutes les compétences par laquelle, pour lesquelles la bouche est nécessaire. Et ces compétences sont extrêmement variées. Chez les orthophonistes et beaucoup d'autres professions, on parle souvent de la bouche comme un carrefour où il y aurait plein de routes qui s'entrecroisent parce que c'est le centre de multiples compétences. Évidemment, on pense, quand on a une visio sur les troubles de l'oralité, les difficultés alimentaires, on pense à la compétence de manger. C'est vital, c'est par la bouche que les compétences alimentaires permettent de se nourrir. Et puis on pense aussi au langage, au fait de parler. Mais il n'y a pas seulement le fait de parler qui est dévolu à la bouche, il y a la communication. La communication parfois non verbale, sans la parole. Un enfant va communiquer avant même d'être capable de langage. Il va communiquer par des cris, par des pleurs, par des sourires, par des mots. Et tout ça, ça passe également par la bouche. Et même une fois qu'on a acquis le langage, l'expression faciale, l'expression du visage donne énormément d'informations dans la compréhension. Si en visio j'avais un visage extrêmement neutre qui donnait pas beaucoup d'expression, ce serait sans doute un petit peu plus difficile de comprendre mes intentions, la manière dont je veux partager les choses. Et finalement, dans la communication, l'expression faciale et donc la mobilité de la bouche pour sourire ou pour insister sur d'autres choses est importante. Et puis, il y avait dans vos mots, il me semble, sensibilité. La bouche a un rôle d'organe de sens, c'est-à-dire que c'est l'organe qui permet de sentir le sens gustatif, le goût, par les papilles, par beaucoup d'autres choses. Mais c'est également l'endroit où on va avoir le sens tactile. On pense au sens tactile par la peau, par les mains, quand on touche des matières, quand on touche des températures. Mais la bouche a aussi cette fonction-là de sentir la température, la texture. Et d'ailleurs, l'intérieur de la bouche est extrêmement performant parce que si on a le moindre petit cheveu dans la bouche, le moindre petit changement au niveau de nos dents, quelque chose qui change un petit peu, on va absolument tout de suite le sentir et ça va être d'une précision assez impressionnante. Donc en fait, l'intérieur de la bouche, c'est aussi un carrefour de sens. Et puis la bouche et le nez, ce duo, sert à la compétence de ventilation, du fait de respirer. La ventilation, la respiration la plus physiologique et meilleur pour le développement oral, pour le développement d'un enfant, c'est la ventilation par le nez, c'est de respirer par le nez avec la bouche fermée. Évidemment, quand on n'est pas encombré ou malade, c'est la respiration par le nez. Mais pour pouvoir bien respirer par le nez, il faut que la bouche ait la capacité de se fermer. Il faut que, au niveau de la motricité, elle puisse justement faire cette ventilation nasale par le nez. Et puis, il y a les compétences de souffle, souffler ses bougies, souffler sur des bulles, souffler quand on est exaspéré, pouvoir souffler, se moucher, etc. C'est aussi toutes des compétences orales. Donc finalement, c'est un centre de multiples compétences. Mais évidemment, aujourd'hui, par rapport à notre sujet, on va faire un focus sur l'oralité dite alimentaire. Il y a l'oralité verbale, puis il y a l'oralité alimentaire. Ça s'entrecroise toujours. On doit faire des cases pour pouvoir détailler certains sujets. Mais voilà, j'aime bien commencer par le fait de dire que la bouche et l'oralité, c'est tout ça en même temps. Et que même si aujourd'hui on fait un focus sur l'oralité alimentaire, toutes les autres compétences sont liées au développement de la bouche. Et donc, si on fait un focus sur l'oralité alimentaire, il faut garder en tête le fait que la bouche ait de multiples rôles, de multiples compétences pour pouvoir se développer. Il y a la découverte de l'environnement. Dans les premiers mois, donc l'enfant va porter en bouche, découvrir les objets, découvrir l'environnement qui l'entoure par sa bouche, en mettant en bouche, en découvrant. C'est vraiment sa première ouverture sur le monde.
Ça a le rôle, comme je le disais, de ventilation avec la respiration nasale. Le développement bucco-facial, c'est une tournure pour dire ben, le développement du visage, de la bouche, de toute cette sphère-là. Ça se fait aussi par l'expérience de multiples compétences. Et puis le développement du langage qu'on appelle l'oralité verbale et de la communication. Et puis quand on parle de l'oralité alimentaire, c'est une de ces sphères de compétences. Mais à l'intérieur de l'oralité alimentaire, il y a plein d'autres sphères de compétences parce que manger, en fonction de l'âge, en fonction des possibilités, ben, c'est différentes actions. Ça peut être la succion, la déglutition, le fait de manger à la cuillère à la diversification, le fait de mastiquer quand on passe au morceau, et puis aspirer pour manger à la paille, croquer, mâcher, etc. Donc finalement, l'oralité alimentaire, à l'intérieur, il y a aussi plein de compétences différentes à acquérir. Et donc, en ça, on se dit, bon, bah, très bien, l'oralité alimentaire, c'est ce qu'il nous faut pour avoir les compétences pour manger, très bien, mais est-ce que c'est vraiment si simple que ça? Souvent, en tant qu'adulte, où on a eu un développement alimentaire parfois assez typique, manger, c'est l'action la plus naturelle presque, que l'on fait plusieurs fois au quotidien sans se rendre compte que c'est une compétence véritable. Et pour nous, ça nous paraît tout à fait facile et tout à fait, on va dire, inné finalement. Mais c'est véritablement des acquisitions. Quand on parle de mastication, la mastication s'acquiert sur plusieurs années pour les enfants avec différents stades. La succion, elle a aussi différents stades. La succion au biberon ou au sein, elle a aussi différents stades et différentes paramètres pour qu'elle soit efficace et pour que manger se passe bien. Il y a tous les mouvements, vraiment tout ce qu'on appelle l'oromotricité, c'est la motricité orale de la bouche, qui font qu'on coordonne plein de mouvements différents pour réussir à mastiquer, à croquer et à déglutir. Vous ferez l'expérience la prochaine fois que vous mangez un biscuit, par exemple. Prenez-en un petit morceau. Souvent, je donne l'idée de faire un quart de petit beurre. Et avec un quart de petit beurre, dites-vous, tiens, combien de fois je vais mâcher avant de l'avaler, par exemple? Combien de fois ça va me nécessiter de mastication? Dites-vous un nombre en tête et ensuite faites-le de la manière la plus naturelle possible et vous allez voir que le plus souvent, il y a un très grand écart entre le nombre de mouvements que l'on pense nécessaires et le nombre de mouvements véritablement nécessaires pour mâcher un morceau. C'est-à-dire que souvent, on se dit, bon, bah, un quart de petit beurre, je vais mâcher 4 fois ou 5 fois. Et en fait, faites l'expérience et vous verrez que c'est tout à fait autre chose. Et donc, en ça, c'est vraiment pour illustrer le fait que ce qui nous paraît facile et naturel, finalement, nécessite beaucoup de compétences, nécessite aussi de l'énergie, de la force pour acquérir ces mouvements. Et puis pour bien manger, il faut aussi avoir une posture stable. Si certains enfants, en fonction parfois de difficultés de tonus ou de difficultés motrices, ont une posture qui est difficile à maintenir, ont une station assise qui n'est pas encore tout à fait stable par exemple, eh bien ça demande déjà de l'énergie pour se stabiliser. Et une fois que la posture, l'installation est bien stable, là je peux mettre en jeu mes compétences alimentaires. Ensuite, comme on a vu, la bouche, c'est un carrefour aussi de sens. Et donc, pour pouvoir réussir à manger, il faut pouvoir gérer ces informations sensorielles. Déjà, il y a la vue de l'aliment, puis son odeur, la sensation tactile si je le prends avec les mains, et puis la température, le goût et la sensation tactile à l'intérieur de la bouche. Et donc, certains enfants ont des difficultés sensorielles, donc pour la gestion des informations sensorielles. Et là, on voit que pour manger, finalement, il y a tous les sens qui sont mis en jeu, et donc ça rajoute une complexité dans l'élaboration du repas. Et puis, pour bien manger, il faut coordonner avec la respiration et la déglutition pour que ça se fasse de manière fluide et en sécurité. Et ensuite, en plus de tout ça, qui sont les compétences, on va dire, un petit peu motrices, sensorielles, de coordination, il y a le fait que le moment de repas doit être associé à quelque chose de plaisant, qu'il faut pouvoir focaliser son attention et aussi gérer ses émotions associées en lien avec le repas. Et pour nombre d'enfants, pas que le repas, hein, ça peut être la même chose pour le moment du sommeil, pour les déplacements, pour aller à l'école, et ben quand un moment est associé à des difficultés, et bien ils ont beaucoup plus de mal à accorder leur attention, à pouvoir les investir, on va dire, de manière adaptée. Donc le plus souvent, quand on regarde l'action de manger de cette manière-là, on se dit, ah oui.
C'est vrai que c'est plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer. Et donc, le plus souvent, ce n'est pas que l'enfant ne veut pas manger, c'est qu'il ne peut pas au regard d'une ou de plusieurs de ses compétences qu'il n'arrive pas à mettre en jeu. Et la plupart du temps, on voit d'abord les réactions de comportement, c'est-à-dire des enfants qui refusent, qui fuient, qui ont tendance à se mettre en colère ou à pleurer ou véritablement à avoir des réactions émotionnelles impressionnantes par rapport à l'alimentation. Et donc, on associe ces comportements-là au fait qu'il ne veut pas, qu'il refuse. Sauf que finalement, c'est plutôt qu'il ne peut pas parce qu'il y a certaines de ces compétences-là qui le mettent en insécurité, qui associent le moment de repas à quelque chose de difficile. Et donc, c'est plus qu'il ne peut pas, plutôt qu'il ne veut pas. Et donc, on se retrouve quand il y a l'une ou l'autre de ces compétences qui est difficile pour certains enfants, pour des raisons médicales parfois très différentes, à avoir énormément d'idées reçues. Donc, on va dire, ah ben oui, mais il fait un caprice. Ou il faut insister, il faut être un peu plus ferme, hein, parce que là, vous êtes un peu laxiste. Donc, et donc, il y a tout cet environnement social autour de l'alimentation qui nous transmet des messages, des idées reçues. Un enfant ne se laisse pas mourir de faim, ça malheureusement, on l'entend encore un peu trop, ou bien va finir par y avoir un déclic, comme si les difficultés motrices, sensorielles allaient par des raisons encore inconnues disparaître ou alors et souvent ça peut être vous êtes trop laxiste, il faut un peu plus insister ou alors vous non non vous êtes trop stressé, vous êtes trop sévère, vous êtes trop sur son dos et finalement on sait même plus comment s'ajuster face aux difficultés des enfants parce que les repas en plus c'est plusieurs fois par jour, donc évidemment qu'il y a des stratégies qui sont mises en place pour essayer pour trouver un moyen coûte que coûte de faire goûter certains aliments ou de manger une certaine quantité. Et donc, il y a aussi toutes ces idées reçues que l'on entend. On met des étiquettes aussi sur les enfants qui ont des difficultés alimentaires. On dit qu'ils sont difficiles, qu'ils sont parfois sélectifs. Et donc, oui, en effet, mais finalement, est-ce qu'il faudrait pas creuser un petit peu, savoir pourquoi ils sont sélectifs, pourquoi ils sont difficiles? Et donc, quand toutes ces idées reçues interviennent dans le développement d'un enfant, de son alimentation et dans les recherches des parents pour trouver des solutions, mais finalement, il faut se poser la question d'un trouble de l'oralité alimentaire d'un trouble alimentaire pédiatrique, qui est l'appellation actuellement plus reconnue et partagée mais qui correspond plus ou moins aux mêmes difficultés. Et donc pour cela, pour vraiment pouvoir creuser et sortir des idées reçues, il faut véritablement orienter vers des professionnels qui vont pouvoir évaluer toutes les compétences dont on a parlé précédemment et grâce à l'évaluation détaillée et fine de toutes ces compétences, on pourra dire si oui ou non c'est un trouble alimentaire pédiatrique. Et surtout, on pourra savoir sur quelles compétences on doit accompagner, on doit soutenir l'enfant pour lui permettre de développer son alimentation et ses compétences alimentaires. Donc je vous le disais, il y a cette fameuse appellation trouble alimentaire pédiatrique qui aujourd'hui fait consensus international. C'est une appellation traduite de l'anglais et qui est l'appellation qui permet d'avoir des critères plus précis pour poser un diagnostic. Parce que vous le savez, j'imagine, en tant que parent, vous avez dû entendre des appellations très variées de la part de professionnels différents. Il y a donc trouble de l'oralité, dysoralité, aversion alimentaire, ARFID, picky eater et bien d'autres. Finalement, chaque appellation peut avoir sa spécificité, peut préciser les difficultés de votre enfant. Mais l'idée, c'est surtout d'avoir cette appellation générale et ces critères d'évaluation précis pour que par la suite, on puisse avoir des critères de travail, de rééducation qui sont tout aussi précis et qui permettent l'évolution de l'enfant. Ce que je voulais juste faire pour bien préciser ce que sont les troubles alimentaires pédiatriques, c'est que cette catégorie-là de difficultés alimentaires, elle se distingue de ce qu'on appelle les TCA, les troubles du comportement alimentaire, qui eux sont plus sur le versant psychologique, mais qui, à un moment donné du développement de l'enfant, peuvent se croiser, mais il y a véritablement cette distinction. Les troubles alimentaires pédiatriques, c'est des difficultés liées aux compétences alimentaires, sensorielles,
nutritionnelles, motrices, qui conduisent un enfant à ne pas pouvoir s'alimenter de manière harmonieuse, tandis que les troubles du comportement alimentaire, ce sont des limitations psychologiques qui conduisent à des difficultés lors des repas. Il y a vraiment ces deux distinctions. Et donc les signes d'alerte, on en parlait récemment, et puis dans vos questionnements, il y avait souvent cette question, quels sont les signes d'alerte? Les troubles alimentaires pédiatriques, donc la grande appellation, on peut un petit peu résumer sa définition en trois grands aspects. Il y a les aspects oromoteurs, donc le développement de la motricité orale pour bien manger, les aspects sensoriels, et les aspects dits psychocomportementaux, c'est-à-dire les réactions liées au moment de repas. Et donc, il y a des signes cliniques, des signes d'alerte à repérer dans chacune de ces trois catégories. Et le plus souvent, les enfants, eux, ne fonctionnent pas en colonne et en case. Ils vont évidemment avoir des signes dans différentes parties. Mais nous, pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir savoir sur quelles compétences amener l'enfant à s'améliorer, eh bien, on a ces trois grandes catégories-là. Pour les aspects de motricité, chez les tout petits, ça va être des difficultés de succion, des biberons qui sont longs, parfois des fuites de lait, de la toux, des faibles quantités qui sont prises, des enfants qui peuvent s'endormir sur le biberon, par exemple. Quand on passe à la diversification, ça va être des enfants qui vont avoir systématiquement et pendant longtemps, même s'ils s'entraînent, la purée qui ressort, la langue qui ne sait pas trop quoi faire de la purée, ou qui refuse la cuillère, qui ferme la bouche. Ou des enfants pour qui la nourriture reste en bouche. Eux, ils savent pas trop quoi en faire, on leur met des morceaux, hop, ils gardent en bouche et ils ne savent pas trop quoi en faire, ou qui avalent tout rond. Ça peut être également des enfants qui ont un bavage parce que ils n'ont pas le tonus et la motricité nécessaires pour garder la bouche fermée et donc ils ont un bavage même en grandissant. Sur les aspects plus sensoriels, il y a les fameux haulkers, c'est-à-dire quand une texture arrive en bouche, les enfants vont avoir des haulkers systématiquement, mais pas que. Il n'y a pas forcément nécessité d'avoir des haulkers pour avoir des difficultés sensorielles. Ça peut être des enfants qui restent sur des textures très lisses ou qui évoluent plus lentement, qui vont être sélectifs au niveau de la texture, au niveau du goût, qui vont avoir également tendance soit à recracher les morceaux, soit à avaler tout rond, parce que sensoriellement, le morceau à l'intérieur de la bouche est désagréable, et donc ils vont soit le recracher, soit l'avaler très vite. Et des irritabilités sensorielles, c'est-à-dire je n'aime pas toucher certaines textures avec mes mains, ou je n'aime pas avoir des choses sur mon visage, ou l'odeur me gêne très rapidement. Et puis, il y a les signes dits plutôt comportementaux. Souvent, c'est les premiers qui sont transmis par les parents ou par les professionnels parce que c'est ceux qui sont le plus visibles et qui ont le plus d'impact sur le moment de repas. C'est-à-dire des enfants qui vont avoir tendance à fuir, à ne pas réclamer, à refuser, à jeter la nourriture, même quand ils ont dépassé l'âge à laquelle c'est plutôt normal de mettre tout par terre, ou qui vont avoir tendance véritablement à avoir des réactions émotionnelles fortes. Et donc des parents qui appréhendent le moment de repas et qui mettent en place des stratégies. Ça, c'est aussi un signe de difficultés alimentaires qui doivent faire penser aux troubles alimentaires pédiatriques et au fait de consulter quelqu'un pour faire un bilan. Donc à partir de là, qui consulter? Eh bien d'abord son médecin traitant, parce que il va permettre de surveiller la croissance, qui est primordiale pour au moins avoir une surveillance médicale et un développement harmonieux, puis éventuellement prescrire un bilan orthophonique, qui s'appelle donc un bilan orthophonique de l'oralité alimentaire et des fonctions oromyofaciales. Finalement, les fonctions oromyofaciales, c'est tout le reste des fonctions, la ventilation, la mastication, le tonus buccal, qui sont aussi liées à la bouche. Éventuellement, il y aura des examens complémentaires, des bilans par d'autres professionnels de santé pour creuser plus ou moins certains aspects. Et puis, l'idée, l'important, c'est vraiment de pouvoir consulter des professionnels qui soient reconnus et formés dans l'oralité alimentaire. Et pour cela, je vous partage une ressource sur le site de Fimato, qui est une autre filière de santé comme Handy Rare, qui s'appelle Fimato pour les maladies rares abdominothoraciques. Vous avez sur leur site internet un annuaire des professionnels diplômés d'un diplôme interuniversitaire, un DU, des troubles de l'oralité alimentaire, des troubles alimentaires pédiatriques. Donc évidemment,
ça ne fait pas d'énormes possibilités, mais vous pouvez trouver déjà des premiers contacts sur cet annuaire qui prend en compte la France métropolitaine, mais aussi pas que. Il faut bien descendre sur le côté pour cocher diplômé du DU oralité et ensuite aller chercher en fonction de votre région s'il y a des professionnels diplômés. Bien évidemment, ce ne sont pas les seuls professionnels formés et que vous pouvez contacter, il y en a bien d'autres. Cet annuaire-là ne répertorie que les diplômés du DU. Mais l'important, c'est, vous pouvez déjà contacter les orthophonistes de votre secteur. Alors, j'ai bien conscience en tant qu'orthophoniste de la difficulté à trouver des professionnels à proximité disponibles et aussi à passer les temps d'attente et à pouvoir avoir des rendez-vous et un suivi. Mais donc, pour répondre à ces difficultés-là, je vous propose deux pistes de solutions pour essayer un petit peu de compenser ces difficultés d'accès aux soins qui sont bien malheureuses et bien dommageables. C'est la liste d'attente commune. Il y a une liste d'attente commune nationale et parfois par secteur sur le site InsyCare où vous pouvez remplir les difficultés, votre secteur, là où vous souhaitez que le suivi ait lieu, et ensuite votre enfant est inscrit sur une liste d'attente commune qui permet déjà de répartir la liste d'attente et d'avoir des suivis plus rapidement. Et puis la plateforme alloortho.com qui a énormément de ressources, pas que sur l'oralité alimentaire, sur bien d'autres questions aussi qui peuvent vous intéresser en fonction de vos questionnements pour vos enfants. Et sur la plateforme Allo Ortho, il y a une partie Ai-je besoin d'une orthophoniste? Et vous cliquez dessus et il va y avoir une plateforme d'accès aux soins, d'orientation, où, alors c'est pas encore développé dans toutes les régions, mais vous serez amené à être en contact avec une orthophoniste au téléphone pour avoir des premiers conseils, puis une orientation auprès de la liste commune au niveau national. Mais déjà sur la plateforme Allo Ortho, il y a énormément de ressources et d'idées pour accompagner vos enfants. Et maintenant, je vous propose quelques pistes, comme je vous le disais au début, des pistes qui seront générales et qui peut-être peuvent répondre à vos situations, en tout cas, je l'espère. Des pistes sur comment accompagner vos enfants quand ils ont des difficultés alimentaires. Tout d'abord, peu importe l'âge de vos enfants, et on le disait au début, la posture, l'installation est primordiale. Il faut qu'elle soit stable et que l'enfant soit bien installé pour pouvoir mettre en jeu toutes ses compétences de motricité de la bouche et pouvoir gérer les émotions et les sensations au niveau du repas. Et donc, il faut vraiment s'assurer de cette stabilité. Parce que quand le corps est bien stable, la bouche et sa motricité pourra mieux se développer. Il faut idéalement que la table, quand les enfants sont en âge d'être assis à table, que la table soit à hauteur de leur coude. C'est-à-dire que si la table est plus haute que leur coude, ils auront la nécessité de lever les bras pour pouvoir se mettre dessus et mettre en tension le haut de leur corps, ce qui ne permet pas de bien développer leurs compétences orales. Et puis l'idée, c'est de pouvoir être à la même hauteur que le parent quand c'est le début de la diversification ou même plus tard, de pouvoir avoir la même hauteur de regard pour éviter que l'enfant doive lever la tête pour regarder le parent et là du coup être moins disponible au niveau de sa bouche. C'est vraiment bien de garder la même hauteur de regard. Et puis d'avoir un appui sous les pieds pour les enfants plus grands. Pour les plus petits, quand ils sont en transat, qui ne tiennent pas encore assis, qui n'ont pas besoin d'appui sous les pieds, l'important, c'est d'avoir une bonne stabilité au niveau du dos et des hanches, mais pour les plus grands, un appui sous les pieds est vraiment essentiel. On voit assez régulièrement, et c'est souvent très joli dans les magazines de déco ou de cuisine, des îlots centraux ou des tabourets ou des chaises adultes pour enfants. Et finalement, on voit là, bon, ils ont l'air de plutôt bien se débrouiller, mais c'est des photos de publicité où ça se passe toujours bien. Mais ils n'ont pas d'appui sous les pieds, ils n'ont pas d'appui derrière leur dos, ils sont parfois au bord de la table. Et ça, ça rend véritablement à la fois la motricité des mains pour se saisir des couverts, pour se saisir des aliments, et à la fois la motricité de la bouche bien moins performante. Et donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un appui sous les pieds, soit avoir une chaise à la bonne hauteur pour que les pieds touchent le sol, soit si c'est des chaises plus grandes, mettre un marchepied sous les pieds.
ou un carton ou une boîte, quelque chose pour que les pieds touchent un plan, ou bien une tablette quand c'est des chaises hautes, des chaises évolutives, il y a la tablette au niveau des pieds. Comme je vous le disais, la table au niveau des coudes, et puis c'est important d'avoir un appui au niveau du dos, que l'enfant puisse s'appuyer sur un dossier et pas rester en mode abdos pendant tout le repas. Et l'idée, c'est d'avoir à la fois les genoux à 90 degrés et les hanches également, vraiment une posture un petit peu avec des angles droits. Voilà pour l'installation. Ensuite, en fonction des différentes choses qui avaient été rapportées dans vos interrogations, dans vos questionnements avant la visio, j'ai ciblé des petites pistes qui me semblaient, je l'espère, être les plus pertinentes en fonction de l'âge de vos enfants, en fonction des difficultés qu'ils éprouvaient. Et donc, ce qui m'a paru intéressant, c'était peut-être de vous donner ou de vous redonner, si vous ne les avez pas déjà eues, les notions d'environnement de repas. Comment faire pour que l'environnement du repas soit le plus propice à l'acceptation de nouveaux aliments ou en tout cas au fait qu'ils se déroulent le mieux possible. Peut-être que pour certains d'entre vous, et pour certains de vos enfants, c'est véritablement la question comment faire pour que le repas se passe bien avant tout. Dans un second temps, ensuite, on verra pour mettre des nouveaux aliments ou pour changer certaines habitudes alimentaires. Mais il faut vraiment s'assurer, dans un premier temps, que le repas se passe bien et soit un moment le plus, on va dire, propice possible à prendre du plaisir, à manger ensemble et à être véritablement convivial. Et donc, c'est un grand mot de dire que ça se passe bien, mais comment est-ce qu'on peut faire pour aider l'enfant à mieux se repérer? Souvent, si le repas est associé à quelque chose de difficile, on peut leur donner des outils de prévisibilité. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir prévoir ce qu'on va attendre d'eux, comment ça va se passer et dans quelles circonstances. Et donc, pour donner de la prévisibilité, on peut déjà donner une petite notion de temps, c'est-à-dire utiliser un timer, utiliser des timers de cuisine pour que visuellement l'enfant se rende compte du temps que le repas va prendre, que ce ne soit pas quelque chose où bon bah on se met à table mais je sais pas combien de temps on va attendre de moi que je reste là. Pour certains enfants, c'est peut-être juste mettre 2 minutes, 3 minutes, et puis au fur et à mesure, quand l'enfant se saisit bien de cet outil-là, on va agrémenter le temps, on va pouvoir le faire augmenter. Moi, je m'en suis pris un pour savoir combien de temps il me restait à parler parce que visuellement, très vite, je sais ce qu'il me reste et je sais comment que à la fin de ce timer-là, ben, ce sera terminé et donc je peux plus facilement me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Tandis que si je sais pas combien de temps ça va durer ou si peut-être qu'il reste encore 1 minute, mais ou peut-être qu'il m'en reste 10, eh bien je suis moins concentrée sur ce que je suis en train de faire. Ensuite, on peut donner des repères visuels aux enfants, que ce soit le menu, que ce soit un set de table avec son assiette, ses couverts, etc. D'avoir des repères visuels, ça structure le cadre du repas et ça leur donne véritablement des éléments de compréhension supplémentaires. On peut également mettre en place des routines. Eh bien, le midi, souvent en plus, comme c'est la course dans le quotidien, eh bien, d'avoir une routine qui se passe toujours de la même manière, c'est véritablement utile pour les enfants et on peut l'illustrer avec des pictos, même si ce sont des enfants qui n'ont pas besoin d'images pour comprendre ou autre. Pour tous les enfants, pour une majorité d'enfants, d'avoir des visuels, d'avoir des images sur la routine et sur l'ordre des choses, ça leur donne véritablement beaucoup de réassurance. Ensuite, on parlait de l'installation. L'installation permet aussi que le moment du repas soit le plus agréable possible. Si je suis en posture un petit peu abdos avec les pieds dans le vide pendant tout le repas, je me fatigue un peu plus vite. Et puis, il y a la possibilité de donner plus ou moins de choix à l'enfant. Il y a le menu qui est choisi par le parent, et puis tu as la possibilité d'exprimer ton choix sur cette partie-là du repas, pas forcément sur l'ensemble. Parce que pour les enfants, notamment les plus petits, faire des choix, souvent c'est difficile. On leur pose la question, tu veux le yaourt à la vanille ou le yaourt au chocolat quand on est dans le magasin? Ils répondent vanille parce qu'ils aiment bien répondre vanille à ce moment-là. Et puis arrivé à la maison, c'était le yaourt au chocolat. Mais ça, c'est plutôt normal. Chez tous les enfants, le fait de faire un choix, c'est quelque chose de difficile. Et donc, le menu peut être tout à fait choisi par le parent. Et ensuite, on pose un choix pour un ou plusieurs aspects du repas.
Ensuite, comment proposer justement quand on propose un nouvel aliment? Comment faire en sorte que la proposition soit la plus adaptée à là où en est l'enfant? Souvent, on peut dire qu'on propose le juste défi, c'est-à-dire goûter un nouvel aliment, c'est un très grand défi pour les enfants qui éprouvent des troubles alimentaires. Et donc, il faut peut-être diviser ce défi en petits défis et proposer juste là où en est l'enfant. Je vous ai mis un outil qu'on utilise souvent pour, si certains de vos enfants sont suivis par des orthophonistes, ils ont sans doute entendu parler du chemin jusqu'à la bouche ou de l'escalier jusqu'à la bouche. Et finalement, manger, c'est la dernière marche de l'escalier, c'est celle qu'on espère tous, mais on peut diviser cet énorme défi en plusieurs petits. Il y a d'abord tolérer la présence d'un aliment. Ça peut prendre plusieurs semaines, ça peut prendre du temps de tolérer un aliment sur la table ou dans son assiette. Ça peut prendre véritablement beaucoup de temps, mais voilà, il faut répéter ces rituels-là pour que l'enfant déjà tolère l'aliment. Et ça, c'est déjà un grand pas de pouvoir tolérer la présence visuelle et sensorielle d'un aliment nouveau. Ensuite, interagir, c'est piquer avec la fourchette et le mettre ailleurs, c'est couper, c'est servir pour papa ou maman, c'est mélanger. Et ça, c'est l'enfant, du coup, une fois qu'il tolère l'aliment, il peut interagir un peu avec des couverts le plus souvent. Ensuite, c'est soit toucher avec les mains, soit sentir. En fonction des difficultés des enfants, l'un ou l'autre peut être plus facile, mais il faut trouver celui qui est le plus attirant pour lui. Est-ce que c'est de toucher avec le bout du doigt? Est-ce que c'est de venir sentir l'aliment? Et ensuite, il y a venir porter autour de la bouche, porter sur la langue, le mettre dans la bouche, le recracher. Avoir la possibilité de recracher un aliment, ça rassure également et ça permet à l'enfant de mettre en bouche. Tandis que s'il n'avait pas la possibilité de recracher, il n'oserait peut-être même pas l'approcher. Et ensuite, il y a l'action de manger et de goûter en quantité. Et ça, ce défi-là peut prendre énormément de temps, mais de le diviser en plusieurs petites marches, ça permet aussi de voir la progression et de voir que oui, peut-être que l'enfant ne mange pas encore ce nouvel aliment-là, mais avant, il n'acceptait pas que ce soit dans son assiette, et maintenant, il est d'accord pour le toucher. Il a donc fait quand même 4 étapes importantes. Et puis, l'idée, c'est de récompenser, de renforcer positivement ces petites victoires-là, de pouvoir avoir des outils qui vont motiver les enfants et les renforcer dans ces petits défis-là. Toujours avoir des aliments connus et appréciés au menu. C'est-à-dire que s'il y a des nouveaux aliments, il y en a quand même d'autres qui me rassurent et qui me permettent de venir au moment de repas et de savoir qu'il y a cet aliment-là que je connais. Et finalement, le plus important, souvent on se dit, ah mais oui, mais il l'a pas mangé ce nouvel aliment-là, il n'a pas voulu goûter. C'est vrai que c'est déroutant et parfois on en perd notre motivation. Mais ce qui est très important, c'est l'exposition aux aliments. Plus un enfant va être exposé à un nouvel aliment, c'est-à-dire pendant longtemps, il va être dans son champ de vision, soit parce que les parents sont en train de le manger, soit parce qu'il est dans son assiette et que on continue de le mettre dans son assiette, même s'il ne le mange pas. On peut le mettre en toute petite quantité. Et bien, plus l'enfant va être exposé, plus il va s'y habituer, plus ça va devenir un aliment connu et rassurant. Et donc, il faut vraiment pas lâcher sur cette notion de c'est l'exposition qui aide un enfant à s'habituer à un nouvel aliment. Et ensuite, une fois qu'il est habitué, on peut tout doucement lui demander de venir le toucher, le sentir, le goûter. Et il y a vraiment cette notion d'habituation qui prend du temps, mais qui est une clé pour pouvoir voir des petits progrès. Et donc, comme je disais, il y a la motivation. Et impliquer les enfants, notamment les plus grands, ça les rend véritablement acteurs de l'alimentation, ça stimule leur curiosité liée aux aliments. Et donc, ça peut être de trouver des outils ludiques. Alors, c'est pas forcément ces outils-là qui vont me permettre tout de suite de manger plus ou de manger plus varié, mais en tout cas, ça permettra à ce que l'enfant soit attiré par les aliments. Ça suscitera de la curiosité, ça lui donnera plaisir à s'intéresser à l'alimentation. Et c'est là-dessus qu'on se base ensuite pour essayer de faire varier ou d'augmenter les quantités. Et puis le rendre acteur, que ce soit dans la préparation, dans le fait de mettre la table, de débarrasser, de faire la vaisselle, de cuisiner, ça le rend acteur à l'intérieur du repas et à l'intérieur de ce rituel. Et puis il y a des petits supports pour mettre des récompenses, des gommettes, des tampons. Quand un enfant a touché un aliment qu'il ne touchait pas du tout avant, eh bien, on met une gommette et plus il le touche, plus on en met. Et comme ça, visuellement, il voit que aussi il est capable et qu'il a pu le faire à plusieurs reprises.
Et puis souvent, que ce soit pendant le repas ou dehors, finir sur une action simple et positive, où on sait que l'enfant sera en réussite et où il parviendra à dépasser quelques petites difficultés ou finir sur quelque chose de plaisant, pour qu'il y ait toujours une note positive à la fin à la fin du repas. Je vous ai également remis cette notion-là, même si peut-être que ça concerne un petit peu moins vos enfants. Mais le fait de manipuler avec les mains, pour les petits comme pour les grands, c'est véritablement un outil très intéressant parce qu'il y a un lien entre la texture que l'on ressent sur les mains et la texture que l'on ressent à l'intérieur de la bouche. Souvent, je donne l'exemple du polystyrène. Par exemple, même en tant qu'adulte, on n'a pas mangé de polystyrène. Par contre, on en a touché. Et donc, si on doit imaginer la texture que ça aurait dans la bouche, même sans l'avoir goûté jamais dans nos vies, eh ben, on le sait parce que on a touché cette texture-là et donc ça nous donne une indication de quelle sensation ça ferait si je devais en croquer un bout. Et donc en plus, ça nous dit que ça va pas être très agréable. Alors que du coup, pour les enfants, de toucher les aliments, de s'habituer à les toucher, ça les rassure et ça leur dit, ah ben oui, en fait, maintenant je vois ce que c'est sur mes mains, donc je peux essayer de le découvrir avec la bouche ensuite. Je vous remets ici une petite boîte à outils. J'ai remis en deuxième l'annuaire que vous trouvez sur le site Fimato. Sur le site Fimato, il y a aussi d'autres ressources utiles en oralité alimentaire. Il y a aussi le site infooralité.fr de l'hôpital Necker qui propose beaucoup de ressources, le site Allo Ortho. Et puis, je voulais vous parler d'une application qui s'appelle Topla, que l'on a élaborée avec des professionnels de santé et avec la filière Fimato. Donc, je vous ai mis un QR code si vous voulez pouvoir accéder à la page de présentation et ensuite, en défilant, vous allez pouvoir télécharger l'application. Donc, comme je le disais, elle a été élaborée par des professionnels de santé avec des associations de patients. Il y a 6 rubriques à l'intérieur, donc des flyers d'informations, de ressources qui existaient déjà, mais que on a remis à l'intérieur pour que vous puissiez avoir un outil qui centralise toutes les ressources. Euh, il y a des recettes de cuisine adaptées pour comment faire découvrir des nouveaux aliments ou certains aliments qui sont souvent refusés pour avoir un petit peu des idées pour les intégrer différemment. Des idées d'activités qui mettent en jeu les 5 sens, des idées d'activités sensorielles, hein, tactiles, olfactives, etc. Des idées de sortie. Alors ça fonctionne en fonction des régions, on a plus ou moins de ressources, mais en tout cas cette application elle est participative. Et donc si vous voulez suggérer une idée de recette, de sortie, d'activité ou même des ressources, vous pouvez le suggérer. Nous, on a un comité de relecture avec la filière Fimato et des professionnels de santé. Et ensuite, on intègre les ressources qui sont proposées par les parents parce que finalement, dans la majeure partie des situations, c'est les ressources des parents qui ont du vécu, qui ont de l'expérience, qui nous disent, mais ça a été super intéressant, ça a aidé mon enfant à développer tel aspect où il a pu goûter tel aliment. Avec telle recette, vraiment ça a bien marché. Ça, c'est ça le qui est vraiment riche d'enseignements et riche d'aide pour les autres parents. Donc n'hésitez pas à télécharger l'application. Elle est totalement gratuite, disponible sur iPhone ou Android. Les données ne sont pas du tout partagées. Chacune des données reste purement privée. Et donc, c'est vraiment une appli ressource, une appli bibliothèque, où vous pouvez, vous, en tant que parent, suggérer ce qui a fonctionné et voilà, pouvoir partager aussi vos expériences qui seront ensuite intégrées dans l'application. Donc voilà, pour terminer, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous avez appris des choses ou eu des pistes qui peuvent correspondre à vos enfants. Si vous voulez bien, je vais rouvrir le chat pour voir vos suggestions. Si vous voulez bien me dire quels mots-clés vous allez retenir de cette présentation, avec quelle idée principale vous ressortez de ce e-rendez-vous. Alors je lis sens pour commencer. En effet, la sensorialité liée au repas, c'est extrêmement important. Implication, merci.
Diversité, ouais. La diversité, tant au niveau des compétences que des choses que l'on peut imaginer avec nos patients et vos enfants. Carrefour des sens, oui. Rester patient, progressif, oui. C'est véritablement un élément clé et qui est parfois difficile dans le vécu, le temps que peuvent prendre les évolutions. Mais si on voit les objectifs en petits sous-objectifs et en petites étapes, vraiment pas à pas, c'est là qu'on voit les évolutions parce que c'est vraiment petite victoire par petite victoire et ça prend du temps, mais on voit si on divise bien nos grands espoirs en petits pas, qu'en fait ils font des petits pas tous les jours. Mais en effet, ça demande beaucoup de patience. Plaisir, rassuré, facilité, super, top. Ben, je vous remercie pour ces mots-clés et je vous mets là, moi, les grandes idées que j'espère avoir pu vous partager. L'idée principale, c'est que chaque parent fait du mieux qu'il peut au quotidien. Le quotidien avec un enfant qui présente des difficultés alimentaires, c'est très éprouvant. Et donc chaque petit pas, chaque petite évolution, chaque changement d'habitude est véritablement une grande victoire. Et donc voilà, chaque parent fait du mieux qu'il peut avec le quotidien de son enfant. L'oralité, c'est au carrefour de beaucoup de compétences, qu'il faut pouvoir désamorcer ces idées reçues, désamorcer l'idée de forçage également, que l'on entend encore, ou du fait que les enfants ne vont pas se laisser mourir de faim. Il y a beaucoup de choses à faire pour leur permettre de développer leur alimentation, que l'enfant a besoin de manipuler avec les mains et de découvrir avec tous les sens, que ce qui est important, c'est l'habituation, c'est vraiment d'exposer l'enfant aux aliments pour qu'il se familiarise, pour qu'il apprenne, pour qu'il voit aussi ses parents ou ses frères et sœurs faire. Que pour pouvoir aider l'enfant à se repérer, il faut pouvoir lui donner un cadre clair et prévisible pendant le repas et que ça se joue pas que sur les aliments, mais sur tout ce qui entoure l'environnement de repas. Et que en tant que parent, il faut que vous ayez la possibilité, si dans votre secteur c'est quelque chose, en tout cas de possible, mais en tout cas du plus possible s'entourer de professionnels et savoir que des ressources existent et que vous pouvez aller piocher dans ces ressources-là. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère avoir répondu à vos attentes.